À l'été 1944, la France se libère. Dans les rues, les drapeaux réapparaissent, les foules acclament la fin de l'occupation, et l'espoir semble enfin reprendre sa place. Mais derrière l'enthousiasme collectif, une question demeure silencieuse: comment reconstruire une république après des années de guerre, de collaboration et de fractures profondes? Ce moment que l'on appelle la libération n'est pas seulement une victoire militaire. C'est une épreuve politique, morale et sociale. Entre 1944 et 1946, la France ne se contente pas de célébrer sa liberté retrouvée, elle doit refonder son État, rétablir l'autorité républicaine, juger le passé sans détruire l'avenir, et reconstruire une société épuisée. C'est cette période incertaine, faite d'élan et de tensions, que nous allons analyser. En 1944, la France sort de 4 années d'occupation allemande et de division interne. Le régime de Vichy, installé en 1940, a gouverné le pays au nom d'un État français autoritaire, rompant avec les principes républicains. Dans le même temps, la résistance s'est développée de manière fragmentée, à l'intérieur du territoire comme à l'extérieur, sans jamais constituer un pouvoir unifié. La libération du territoire, amorcée par les débarquements alliés et accélérée par l'insurrection des réseaux résistants, marque la fin de cette période. Pourtant, au moment même où l'occupant recule, un vide politique apparaît. La Troisième République n'existe plus, Vichy est discrédité, et aucune institution issue du suffrage universel n'est en mesure de gouverner immédiatement le pays. C'est dans ce contexte que s'impose le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par Charles de Gaulle. Ce gouvernement n'est pas issu d'élections, mais il revendique une légitimité fondée sur la continuité républicaine et le combat contre l'occupation. Son objectif est clair: restaurer l'État, assurer l'ordre public et préparer le retour à une république pleinement démocratique. Sur le plan social, la situation est critique. Le pays est matériellement affaibli, pénuries alimentaires, infrastructures détruites, logements insuffisants. La population est marquée par les privations, les deuils et les règlements de comptes latents. L'euphorie de la libération cohabite avec une grande fatigue collective et une profonde incertitude sur l'avenir. Ainsi, dès l'été 1944, la France entre dans une phase paradoxale. Libérée militairement, elle reste fragile politiquement et moralement. La période qui s'ouvre n'est pas celle d'un retour immédiat à la normalité, mais celle d'une reconstruction délicate, où chaque décision engage l'avenir de la République. La refondation républicaine engagée après la libération ne n'est pas d'un simple choix politique. Elle est la conséquence directe de tensions accumulées depuis plusieurs années, parfois même depuis les années 1930. Pour comprendre la fragilité de l'État entre 1944 et 1946, il faut revenir au blocage profond qui rend impossible un simple retour à l'ordre antérieur. La première cause est institutionnelle. La Troisième République, déjà affaiblie avant la guerre par l'instabilité gouvernementale et la crise de confiance, s'est effondrée en 1940 sans véritable résistance politique. Le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain a rompu la continuité républicaine et laissé une trace durable dans la mémoire collective. En 1944, il n'existe donc plus de cadre institutionnel consensuel sur lequel s'appuyer. La République doit être refondée, non restaurée. À cette rupture institutionnelle s'ajoute une fracture politique profonde. Pendant l'occupation, les Français n'ont pas vécu la guerre de la même manière. Certains ont résisté activement, d'autres ont subi passivement, d'autres encore ont collaboré avec l'occupant, par conviction, opportunisme ou contrainte. Cette diversité de comportements rend toute réconciliation immédiate impossible. La libération fait émerger une question centrale: qui a le droit de parler au nom de la nation? La résistance, bien que minoritaire numériquement, bénéficie d'un fort capital symbolique. Elle apparaît comme la détentrice de la légitimité morale. Mais elle est elle-même traversée par des divisions idéologiques, notamment entre gaullistes, socialistes et communistes. Le Parti communiste français, renforcé par son engagement dans la lutte armée et par le prestige de l'Union soviétique victorieuse, devient une force politique majeure. Cette montée en puissance inquiète une partie des élites et alimente des tensions latentes sur l'orientation future du régime. Les tensions sont également sociales. La guerre a aggravé les inégalités, fragilisé les classes populaires et désorganisé l'économie. Les pénuries prolongées, le marché noir et la lenteur du redémarrage productif nourrissent un mécontentement diffus. Beaucoup attendent de la libération non seulement la liberté, mais aussi des transformations concrètes, plus de justice sociale, une protection accrue de l'État, une reconnaissance des sacrifices consentis. Enfin,
une tension morale traverse l'ensemble de la société. Le besoin de justice coexiste avec la peur du chaos. L'absence d'un État pleinement opérationnel laisse place à des initiatives locales, parfois violentes, qui traduisent à la fois une volonté d'épuration et une défiance envers les institutions. Cette situation révèle un paradoxe fondamental: pour rétablir la République, l'État doit s'imposer, mais il doit le faire dans un pays où son autorité a été profondément discréditée. Ainsi, entre 1944 et 1945, la France ne fait pas face à une crise unique, mais à une accumulation de tensions politiques, sociales et morales. La refondation républicaine apparaît alors comme une nécessité historique, mais aussi comme un processus incertain, exposé à des conflits dont l'issue n'est pas encore écrite. La rupture ne se produit pas en un jour précis, ni à travers un seul événement. Elle s'opère progressivement, à mesure que la libération militaire se transforme en une crise politique et morale. L'été 1944 marque ce basculement, le territoire est libéré, mais l'ordre républicain reste à reconstruire. Dans les grandes villes, et particulièrement à Paris, l'insurrection précède parfois l'arrivée des forces alliées. Les comités de libération locaux, issus de la résistance, prennent en main l'administration, la police, parfois même la justice. Ces initiatives traduisent une urgence: empêcher le vide du pouvoir. Mais elles révèlent aussi une situation inédite, où l'autorité de l'État est remplacée, temporairement, par celle de groupes armés et de structures improvisées. La première rupture majeure intervient lorsque le pouvoir politique affirme la nullité du régime de Vichy. Dès août 1944, des ordonnances proclament la continuité de la République et déclarent illégaux les actes de l'État français depuis 1940. Ce choix n'est pas seulement juridique. Il engage une lecture du passé: la France officielle n'a jamais cessé d'être républicaine, malgré la défaite et l'occupation. Cette affirmation permet de refonder l'État sans reconnaître une rupture de souveraineté, mais elle laisse en suspens la question des responsabilités individuelles. Parallèlement, une autre dynamique se met en place, plus brutale. Dans de nombreuses régions, des actes de vengeance éclatent avant même que la justice ne soit réorganisée. Arrestations arbitraires, humiliations publiques, exécutions sommaires, épuration sauvage, expriment une colère accumulée et un besoin immédiat de réparation morale. Elle constitue un moment de rupture décisif, car elle montre que la société agit plus vite que les institutions. Face à cette situation, l'État cherche à reprendre la main. Des juridictions d'exception sont créées pour encadrer l'épuration et rétablir une justice légale. Ce passage de la violence spontanée à la procédure judiciaire marque un tournant. Il ne met pas fin aux tensions, mais il affirme une volonté claire: la République entend juger, non se venger. Ce moment de bascule révèle toute l'ambiguïté de la libération. La même période voit coexister la restauration de l'autorité publique et son affaiblissement momentané, la célébration de la justice et la peur du désordre. La rupture n'est donc pas seulement politique. Elle est aussi morale. La France doit décider si elle se reconstruit sur l'émotion du moment ou sur des principes durables. Entre 1944 et 1945, cette hésitation structure l'ensemble du processus de refondation. La République est proclamée, mais elle reste fragile. Elle avance dans un climat d'urgence, consciente que chaque décision prise dans l'instant pèsera longtemps sur la mémoire collective et sur l'équilibre futur du pays. À partir de la fin de l'année 1944, la refondation républicaine entre dans une phase plus structurée. Le temps de l'urgence immédiate laisse progressivement place à celui de l'organisation politique, juridique et sociale. Le gouvernement provisoire de la République française cherche alors à transformer une légitimité issue de la résistance en un pouvoir d'État stable et reconnu. La première priorité est le rétablissement de l'autorité publique. L'administration est épurée et réorganisée, les préfets sont remplacés, la police et la justice sont replacées sous contrôle central. L'objectif est clair: mettre fin aux initiatives locales incontrôlées et restaurer l'unité de l'État. Dans ce contexte, la justice joue un rôle central. L'épuration légale s'intensifie à partir de 1945, avec la mise en place de tribunaux chargés de juger les faits de collaboration. Ce processus, long et complexe, vise à substituer le droit à la vengeance, sans pour autant effacer la violence symbolique de la période précédente. Parallèlement, le pouvoir politique engage une série de réformes économiques et sociales d'envergure. Malgré les pénuries et la faiblesse des ressources, l'État choisit d'intervenir fortement dans l'économie. Plusieurs secteurs stratégiques sont nationalisés, notamment l'énergie, les transports et certaines grandes entreprises industrielles.
ces décisions ne relèvent pas seulement d'une logique économique, elles traduisent la volonté de rompre avec les déséquilibres de l'entre-deux-guerres et de redonner à l'État un rôle structurant. Sur le plan social, la période est marquée par des avancées majeures. Le droit de vote est accordé aux femmes, qui participent pour la première fois aux élections municipales et nationales. La sécurité sociale est mise en place, avec l'ambition de protéger les citoyens contre les risques de la vie. Ces réformes, adoptées dans un contexte de grande précarité, témoignent d'un choix politique fort, celui de bâtir une république plus protectrice, malgré les contraintes matérielles. La question institutionnelle reste cependant ouverte. En 1945, les Français sont appelés à élire une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Les débats sont vifs. Ils opposent différentes visions de la République, un régime parlementaire renforcé, une plus grande place accordée à l'exécutif, ou encore une démocratie plus directement inspirée des idéaux de la résistance. Ces divergences traduisent les tensions persistantes au sein de la société et du monde politique. L'échec du premier projet constitutionnel, rejeté par référendum en 1946, montre les limites du consensus. Il révèle aussi une fatigue démocratique, après des années de guerre et d'incertitude. Pourtant, loin de remettre en cause la refondation en cours, cet épisode souligne la difficulté de reconstruire durablement un cadre institutionnel accepté par tous. Entre 1944 et 1946, la France avance donc par ajustements successifs. L'État se renforce, les réformes s'accumulent, mais les équilibres restent précaires. La refondation républicaine n'est ni linéaire ni unanimement partagée. Elle se construit dans le compromis, la tension et l'expérimentation, à l'image d'une société qui cherche encore son point de stabilité. Les transformations engagées entre 1944 et 1946 produisent des effets profonds, mais elles révèlent aussi rapidement leurs limites. La refondation républicaine, ambitieuse dans ses principes, se heurte à une réalité sociale et politique complexe, marquée par l'héritage de la guerre et par des attentes parfois contradictoires. Sur le plan politique, le rétablissement de l'autorité de l'État constitue un acquis essentiel. Les institutions fonctionnent à nouveau, les élections sont organisées, et le cadre républicain est officiellement restauré. Toutefois, cette stabilité reste fragile. Les partis issus de la résistance dominent la vie politique, mais leurs divergences idéologiques rendent la prise de décision difficile. Les débats constitutionnels, longs et conflictuels, traduisent une incertitude persistante sur l'équilibre des pouvoirs. La République est reconstruite, mais elle peine à trouver une forme institutionnelle durablement consensuelle. Socialement, les réformes mises en place suscitent de grands espoirs, mais aussi des frustrations. La sécurité sociale et les nationalisations symbolisent une volonté de justice et de protection accrue. Cependant, leur mise en œuvre se déroule dans un contexte de pénurie prolongée. Le rationnement se poursuit, le logement manque, et le pouvoir d'achat reste faible. Pour une partie de la population, la libération n'a pas encore apporté l'amélioration concrète attendue. Cette déception alimente des tensions sociales, visibles notamment à travers des grèves et des revendications salariales. La question de l'épuration continue également de diviser. Si la justice légale a progressivement remplacé les violences spontanées, le sentiment d'inachevé demeure. Certains estiment que les sanctions ont été trop sévères, d'autres qu'elles ont été insuffisantes. Cette ambiguïté laisse une trace durable dans la mémoire collective. Elle entretient un malaise autour du passé récent, que la République restaurée préfère parfois laisser dans le silence plutôt que de l'affronter pleinement. Enfin, la refondation républicaine révèle une contradiction fondamentale. L'État se veut plus fort et plus protecteur, mais il repose sur des équilibres politiques instables et sur une société encore profondément marquée par la guerre. Les attentes placées dans la République sont immenses, alors même que ses moyens restent limités. Cette tension entre ambition et réalité constitue l'une des principales fragilités du nouveau régime. Ainsi, à la veille de 1946, la France a incontestablement changé. Les bases d'un nouvel ordre politique et social sont posées, mais elles restent exposées à des crises futures. La refondation républicaine apparaît moins comme un aboutissement que comme une transition, porteuse à la fois de promesses et d'incertitudes. Entre 1944 et 1946, la France traverse une période décisive qui ne se résume ni à une simple sortie de guerre ni à un retour à l'ordre antérieur. La libération ouvre un temps de refondation, au cours duquel la République est réaffirmée, redéfinie et partiellement transformée. Ce moment historique se caractérise moins par une rupture nette que par une reconstruction progressive, menée dans l'urgence et l'incertitude.
Le premier bilan est institutionnel. En proclamant la nullité du régime de Vichy et en rétablissant la continuité républicaine, les autorités de la Libération affirment un principe fondamental, la République n'a jamais cessé d'exister en droit. Cette lecture permet de reconstruire l'État sans reconnaître une défaite morale définitive. L'adoption de la Constitution de 1946 marque l'aboutissement de ce processus et inaugure la 4e République, régime fondé sur le parlementarisme et le pluralisme politique. Toutefois, les débats qui ont précédé son adoption révèlent la difficulté à établir un consensus durable sur l'organisation du pouvoir. Sur le plan politique et social, la période laisse un héritage contrasté. Les grandes réformes engagées, notamment en matière de protection sociale et d'intervention de l'État dans l'économie, transforment durablement la société française. Elles témoignent d'une ambition collective, celle de tirer les leçons de la guerre pour bâtir une république plus juste et plus protectrice. Dans le même temps, ces avancées reposent sur des équilibres fragiles, soumis à des contraintes économiques sévères et à des tensions politiques persistantes. La question morale demeure l'un des aspects les plus sensibles de cet héritage. L'épuration, qu'elle soit spontanée ou légale, a permis de réaffirmer des normes et de sanctionner certaines responsabilités. Mais elle n'a pas dissipé toutes les ambiguïtés du passé. Une partie de la société reste marquée par le silence, l'oubli partiel ou le sentiment d'injustice. Cette mémoire inachevée pèsera durablement sur la vie politique et sur les débats historiographiques des décennies suivantes. Inscrite dans le temps long de l'histoire de France, la refondation républicaine de 1944-1946 apparaît ainsi comme un moment fondateur, mais non conclusif. Elle pose des bases solides, tout en laissant subsister des fragilités qui se manifesteront sous la 4e République. La Libération n'a pas réconcilié immédiatement la nation avec elle-même, elle lui a offert les moyens institutionnels et politiques de poursuivre ce travail. En définitive, cette période rappelle que la République ne se rétablit pas par un simple acte juridique ou par une victoire militaire. Elle se construit dans la durée, à travers des choix imparfaits, des compromis et des tensions. Entre 1944 et 1946, la France n'a pas seulement retrouvé sa liberté, elle a engagé un processus de reconstruction dont les effets continuent de marquer son histoire contemporaine.